Une société minière de production d'or avec des gisements importants mais en situation de somnolence, Sokimo en était une illustration aujourd'hui des acquisitions d'engins et donne espoir. L'étendue de la détresse des déplacés de camps de Mouchagala et de Boulengo a laissé pantois le directeur exécutif adjoint en charge des opérations de l'UNICEF. Il insiste sur la protection des civils. Couverture santé universelle, c'est éviter la ruine financière et économique des patients et épargner les indigents d'une mort certaine. Un atelier identifie les vulnérables éligibles. Nous le verrons dans ce journal. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un envoyé spécial du président kényan William Ruto est à Kinshasa depuis hier. À son arrivée, il a transmis le message de son président à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce vendredi, Musalia Mudavadi, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les deux personnalités ont pris l'engagement de raffermir les relations bilatérales entre Nairobi et Kinshasa. Avec Doris Mozo et Henri Amouri. Le Kenya et la République démocratique du Congo consolident leurs relations. Un envoyé spécial du président kényan Ruto est à Kinshasa. Une visite de 48 heures qui va permettre au ministre en chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora kenyane, de renforcer les liens entre les deux pays avec toute sa délégation. Musalia Mudavadi a rencontré Christophe Lutundula Palapena-Pala, avec qui il a eu près d'une heure d'échange. Be here and to deliver a special message de nous avoir permis d'être ici et transmettre un message spécial de la part du président du Kenya. Nous avons eu des relations extrêmement cordiales et des conversations cordiales. Je voudrais remercier mon frère ici, le ministre Lutundula, de m'avoir donné des bonnes idées sur des questions qui demandent une attention particulière au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Peace and security framework. Et également sur des questions qui concernent le cadre de paix et sécurité du peuple de l'Afrique de l'Est, de la RDC et de toute la région. Ils ont donné des idées, alors on va le transmettre au président Ruto. Je voudrais confirmer également que I had the opportunity to be with the minister in Dar es Salaam. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre Dar es Salaam. Et à cette époque, nous avions une préoccupation avec l'affaire Kenya Airways. Official duty. Il m'a fait remarquer qu'il partait en mission officielle avec le président et qu'une fois qu'ils seront de retour, la question va être résolue. Et je suis heureux ici de confirmer what he told me que ce qu'il m'avait dit a déjà été résolu. And the matters have been resolved. Et la préoccupation a été résolue. So I want to thank him. Et je voudrais le remercier. President. Et à travers lui, remercier le président. Et je voudrais réassurer le peuple de la RDC que le Kenya est engagé à travailler avec vous et de respecter également l'intégrité territoriale et la souveraineté du peuple de la République démocratique du Congo. Agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF plaide pour la fin des hostilités et la protection des civils, particulièrement les personnes déplacées. Son directeur exécutif adjoint en charge des opérations humanitaires et approvisionnement, et qui était respectivement au camp de déplacés de Mouchagala et Boulengo au Nord Kivu, a fait ce plaidoyer. Regardez. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF plaide pour la fin des hostilités et la protection des civils, particulièrement celle des personnes déplacées internes. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Goma de M. Ted Chaiban, le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF en charge des opérations humanitaires et d'approvisionnement. Ce mardi 7 mai 2024, il a effectué une descente au camp de déplacés des Lushagala et des Boulengo pour palper la réalité de la souffrance qu'endure cette population déchirée par la guerre. Il a salué l'intervention de l'UNICEF en faveur des déplacés et a eu le temps d'encourager Mme Doussabé et sa fille Boassi. On a rencontré une maman qui s'appelait Doussabé avec une jeune fille qui s'appelle Boassi, qui est une de ses 5 enfants. Et elle s'était brûlée la main. Et nous lui avons demandé ce qu'elle faisait là. Elle nous avait expliqué qu'elle a échappé à la violence dans son village d'origine. Et que maintenant elle est là et qu'elle a besoin d'appui et de support. Donc
Donc l'UNICEF va voir ce qui peut être fait immédiatement, mais nous a aussi dit que si on peut l'aider à avoir des activités génératrices de revenus, qu'elle-même et son mari peuvent essayer de s'occuper de leur famille, contrer des jeunes filles qui sont mères de famille, parce que quand la violence a touché leur village, ils ont couru dans les champs avec leurs sœurs et leurs frères. Leurs parents étaient en train de cultiver autre part et ils se retrouvent maintenant à l'âge de 15 ans, 16 ans, avec 3 ou 4 frères et sœurs. Ils sont responsables pour ces enfants parce que leurs parents sont encore dans leur territoire d'origine. Et une des filles qui s'appelle Esther m'a dit « Je n'ai pas de quoi nourrir ma famille ce soir ». Et j'apprécie tout ce qui a été fait pour renforcer la sécurité de ma maison, pour que je ne sois pas victime de violences sexuelles. Mais je ne sais pas où je vais manger ce soir. Il s'y est de signaler qu'avant de descendre sur ces sites, Ted Chaiban a échangé en début de l'après-midi de mardi avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekouka-Lipopo, sur la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut en province. Ils viennent d'être élus récemment sénateurs et leurs dossiers sont déjà transmis au secrétariat général de la Chambre haute du Parlement. La séance d'ouverture solennelle sera programmée dans le tout prochain jour. Jean-Pierre Ndolodemazou, Tétis Samba. Au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, le secrétaire exécutif national de la CENI a déposé ce jeudi 9 mai 2024 au secrétariat général du Sénat les dossiers physiques des sénateurs proclamés provisoirement élus. Il s'agit des dossiers des sénateurs élus dans les provinces ayant organisé les sénatoriales. Ce dépôt des dossiers ouvre ainsi la voie à la convocation d'abord de la séance d'ouverture qui sera présidée par le secrétaire général du Sénat conformément à l'article 224 de la loi électorale. Je suis venu déposer les dossiers physiques des élus et sénateurs. Comme de coutume, nous sommes ici pour donner cela afin qu'ils puissent démarrer le processus qui consiste à convoquer la première plénière du Sénat et installer le bureau provisoire du Sénat. Nous nous en tenons au dossier physique des sénateurs qui sont déjà là. Avec ça, je pense que nous aurons d'abord à identifier les sénateurs les plus âgés et l'en est de même pour les moins âgés. Donc avec ce dossier, ça va nous permettre d'organiser notre cérémonie d'accueil de nouveaux sénateurs, de les identifier par rapport à leur dossier, aux données qu'ils ont chacun librement consignées dans les fiches. Après cette séance d'ouverture, suivront l'installation du bureau provisoire du Sénat, dirigé par le doyen d'âge, assisté des 2 membres les moins âgés, puis la validation des mandats, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Le calendrier y afférent sera sans doute rendu public par le secrétariat général du Sénat. Communiqué officiel, le bureau du Sénat tient à informer les honorables sénateurs proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante le 30 avril 2024 que le programme modifié pour les formalités d'accueil de nouveaux sénateurs se présente comme suit. Samedi 11 et dimanche 12 mai 2024, identification et enregistrement, heure 10h à 17h, lieu salle des banquets du Palais du Peuple. Le bureau du Sénat profite également de cette occasion pour informer les honorables sénateurs que la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République est prévue pour ce mardi 14 mai 2024 à 11h dans la salle des conférences internationales, salle des plénières du Sénat, faite à Kinshasa. Le 10 mai 2024, Sangou Mate Mongonde Mossai, président du Sénat. Et cette mise au point du bureau sortant du Sénat en rapport avec un prétendu rapport qui circule sur les réseaux sociaux accusant les 2 chambres du Parlement d'avoir perçu du trésor public environ $1 milliard en 2 ans. Une information fausse sur toute la ligne visant à nuire aux animateurs sortants de ces 2 institutions qui n'ont rien
des budgétivores comme le soutient son auteur. Voici quelques vérités que l'opinion devait savoir sur le fonctionnement du Parlement. Chaque chambre du Parlement jouit d'une autonomie financière et administrative. Mélanger les données comptables des deux chambres, c'est donc faire une amalgame dans l'intention manifeste de nuire au Sénat. Tous ces chiffres avancés sont imaginaires alors que les portes et les livres comptables du Sénat sont grandement ouverts pour toute enquête. Pourquoi ces auteurs restent dans l'anonymat jusqu'ici? À chaque session, la questure de la Chambre haute du Parlement présente un rapport des gestions financières et administratives à la plénière du Sénat. Jusqu'à ce jour, aucun grief ni dépense irrégulière n'a été signalé ni reproché au bureau sortant. Ce rapport cite les noms des fournisseurs qui n'ont jamais existé. Le Trésor public n'a jamais sorti une telle somme et ne pouvait le faire compte tenu des difficultés récurrentes de la trésorerie. Le bureau sortant du Sénat qui part avec les félicitations pour le bon travail abattu et la satisfaction des sénateurs et agents administratifs et des partenaires du Sénat adresse ainsi une sévère mise en garde à tous les détracteurs sous couvert de pseudo-ONG. Le bureau du Sénat sortant saisit cette occasion pour formuler une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. La cellule de communication du cabinet du président, ce communiqué signé Jimmy Mukelenge. En image, le respect de l'octroi des visas entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ainsi que des accords signés, surtout en ce qui concerne la résolution des conflits post-frontaliers de Kasumbalesa. Ce sont là quelques recommandations formulées à l'issue des travaux des ministres ayant en charge les questions du commerce, transport et infrastructure. Sylvie Moyembo. Cette signature de protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et la Zambie démontre à suffisance la volonté de Kinshasa et de Lusaka de trouver un compromis sur les difficultés rencontrées au poste frontalier de Kasumbalesa, Sakanya, Mukambo et Kipushi. Je voudrais ici saluer l'esprit fraternel qui a caractérisé le déroulement de nos travaux avec nos frères et sœurs venus de la République de la Zambie. Au vu de tout ce qui a fait l'objet d'un accord commun entre nos deux États dans le cadre de la résolution des problèmes récurrents dans les postes frontaliers de Kasumbalesa, Mokambo, Kipushi et Sakanya, je déclare close la réunion ministérielle sur la résolution des difficultés persistantes affectant les postes frontaliers de Kasumbalesa entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Je vous remercie. Dans ce mot des circonstances, l'honorable Jacob Jack Mwimbu, député et ministre des Affaires intérieures et sécurité, chef de la délégation de la République des Zambie, a salué la tenue de ces assises de Kinshasa qui répondent à l'appel de la SADC. Même son de cloche de la part de l'ambassadeur allemand en RDC, Hubert, qui s'est dit impressionné par le nombre croissant des camions en attente de traverser les frontières. La secrétaire exécutive adjointe de la SADC chargée de l'intégration régionale, Angèle Makombo Tumba, a livré aux participants le message de Madame Elias Mangossi, secrétaire exécutif de la SADC, invitant la Zambie et la RDC à traduire en acte la volonté de cette organisation régionale pour faciliter le commerce au niveau de leurs frontières respectives. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré ce vendredi son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'une visite de travail pour la redynamisation des relations bilatérales entre les deux pays et aussi la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, Mazé Makoumouania. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le Premier ministre Konine Makosso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule les conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodoa pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Bienvenue chez moi, président. C'était pour venir te voir.
Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien n'est filtré de ces tête-à-tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouebara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leur relation et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et pille ses richesses. On suppose que Félix Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo-Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 km de Brazzaville. En République démocratique du Congo, Sokimo renaît lisiblement de ses cendres tel un phénix. Cet établissement public vient de réceptionner des nouveaux engins achetés sur fonds propres. Ils ont été accueillis à Nizi, site d'exploitation de l'or en Ituri. Christine Lindsou. Une forte délégation de la société minière de Kilomoto Sokimo avait quitté Kinshasa pour la ville de Bunia à Ituri. Une fois arrivée, cette équipe, à sa tête, le DG Pistis Bonongo Tokole, s'est rendu à Nizi. Objectif, réceptionner les matériels roulants destinés à l'exploitation de l'or, matériel venu fraîchement de Kampala. L'excavatrice sert au transport des minéraux vers les camions bennes pour que ces derniers les transportent à son tour vers l'usine. Ce que nous devons noter, que ça fait 3 décennies que la production de la Sokimo était aux arrêts. Donc nous l'avons élaboré un projet pour la reprise des retraitements des tailings depuis l'année passée. Aujourd'hui, la Sokimo dépend de sa participation à un contrat de joint venture avec un des partenaires. Ces engins acquis sur fonds propres de la Sokimo sont les résultats du travail assidu de ce comité de gestion dans le souci de réussir son pari, celui de produire les premiers lingots d'or incessamment au siège d'exploitation de Nizi. Signalons par ailleurs que la production était aux arrêts il y a de cela 3 décennies. De nos jours, ce rêve est devenu réalité. La Sokimo se trouve à 95% de ses activités, d'où cette satisfaction des travailleurs qui voient cette entreprise retrouver son honneur d'antan grâce à l'avènement et aux efforts du comité Pistis Bonongo Tokole. Christine Lenzo nous promet une page magazine dans nos prochaines éditions. Créer des emplois et les millionnaires congolais, c'est l'une des missions de l'ANADEC, organe technique du gouvernement en matière de la promotion de l'entrepreneuriat congolais. C'est dans cette logique que l'équipe dirigeante a échangé avec le caucus des élus du Kasaï et le gouverneur de province sur la possibilité d'un partenariat pour réorganiser et booster ce secteur. Betty Amani. La promotion de l'entrepreneuriat est une nécessité impérieuse pour le jeune de l'espace Kasaï. Il va falloir créer des emplois et surtout des millionnaires pour booster l'économie du Kasaï. C'est la mission que s'assigne l'ANADEC, organe technique du gouvernement en matière de promotion de l'entrepreneuriat congolais, pour parvenir à cette fin. L'équipe de l'ANADEC a été composée par la présidente du conseil d'administration, Magui Rwakabouba, le directeur général Godefroy Kizaba Amkampesi et le directeur général adjoint Mathieu Chimbumbu. Le directeur général de l'ANADEC a brossé la situation de l'agence et ses objectifs. Nous ouvrons la porte. Nous regardons ici et là. Nous disons à d'autres provinces que vous êtes conviés à ce que vos collègues ont pu faire pour le développement de cet entrepreneuriat. Voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer ces élus pour que nous puissions évoluer ensemble et développer notre RDC ensemble. Ce que nous demandons aux élus, s'ils peuvent mettre à notre disposition des espaces pour construire certaines directions provinciales. Un partenariat est nécessaire compte tenu de la situation peu enviable de la province. Nous sommes venus toquer la porte pour initier un partenariat entre l'ANADEC et la province du Kasaï. Et ce partenariat consiste
à faire booster l'entrepreneuriat qui est en train d'évoluer au niveau de notre province et en dehors des normes prévues. Les deux parties entendent conjuguer leurs efforts pour créer les conditions d'une croissance économique durable. Combien sont-ils? Pour quelle qualité de soins? La couverture santé universelle est un appui sanitaire pour des personnes vulnérables et indigentes. Dans le cadre du protocole de collaboration entre institutions concernées, un atelier a été initié sur le lancement justement de l'opération d'identification des groupes vulnérables éligibles à la couverture santé universelle. Cédric Enina. L'identification des groupes vulnérables ou personnes indigentes bénéficiaires de la couverture santé universelle, une étape cruciale dans la contribution à l'amélioration de l'accès aux soins de santé des qualités des personnes vulnérables et indigentes. Une opération aussi complexe vu l'immensité du pays, mais pas impossible à atteindre. D'où ces protocoles de collaboration sur la mutualisation des efforts entre le ministère de la Santé, celui de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, des Affaires sociales, le Fonds national de promotion et services sociaux et le Conseil national de la couverture santé universelle. Cet atelier commun a pour objectif établir des critériums clairs dans l'identification de ces bénéficiaires en tenant compte de l'indice de vulnérabilité, s'appuyant sur Kinshasa pour l'expérimentation à travers les dispositifs PABEA Cobalt pour une extension en province. 2 comités mixtes sont mis en place. L'un s'occupe de la supervision et l'autre s'occupe des aspects techniques et opérationnels. Le Fonds national de promotion et de services sociaux a été chargé de diriger ces comités mixtes qui fonctionnent sous la coordination du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle et la supervision des ministres signataires du dit protocole. Ceci dit, la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, contenue dans les 6 axes prioritaires de son quinquennat, dont un pas important favorise l'inclusion sociale, les cas de figure, la couverture santé universelle. Restons dans ce secteur pour vous parler du 3e jour des travaux du dialogue social sur les régimes d'assurance maladie obligatoire. Les avancées sont notables. Les parties prenantes ont reçu les informations utiles sur les modifications intervenues dans la loi sur l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo. Nous avons surpris le coordonnateur de la couverture santé universelle au sortir des travaux ce vendredi. On l'écoute. On espère retenir afin d'avoir assisté à cette activité en tant que le coordonnateur de la couverture santé universelle. Merci monsieur pour la question. Comme vous voyez, je suis accompagné du DG du Fonds de solidarité de santé. En fait, nous sommes venus ici dans un dialogue social qui va dans le cadre d'implémenter le programme cher de son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport avec la couverture santé universelle. Il y a des changements qui ont été qui découle de la loi qui a été modifiée par l'ordonnance loi de mars 2023 qui modifie la loi de 2018 en rapport avec la santé publique. Et donc, ces changements doivent être expliqués aux couches sociales et à la société civile et à tous les intervenants qui vont être affectés par ces changements de la loi. Voilà. Et donc, pour cela, on a besoin de dialoguer et d'avoir l'intervention de toutes les parties prenantes. Au Stade des Martyrs, cet avant-midi, policiers et militaires de Kinshasa étaient réunis dans une parade mixte. Un discours de travail en commun, concerté et efficace pour la sécurité des personnes, leurs biens et les institutions publiques. Le commissaire provincial en a fait le résumé au cours de cette interview à la presse. Des solutions aux problèmes de notre population. Vous avez suivi du début à la fin, c'est ça notre centre de gravité, notre centre de préoccupation, c'est la paix et la tranquillité publique. La population doit être sécurisée, les institutions également, les biens de la population aussi. Nous avons insisté sur notre unité et sur le respect de nos missions, que toute déviation, toute violation des consignes sera réprimée. Tous les policiers militaires qui n'est pas engagé ne doit pas porter les équipements spécifiques de la police ou de l'armée. Et puis, ils doivent rester à la caserne plutôt lorsqu'ils ne sont pas engagés. Et pour ce qui concerne les armes,
C'est uniquement lorsque vous êtes en patrouille ou que vous sécurisez une institution ou un édifice public de l'État ou une banque, la liste est connue. En dehors de cela, les unités sont mobilisées pour traquer tous ceux qui voulaient jeter l'opprobre au service de sécurité. La nuisance sonore est une infraction. Nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant. Il y a des endroits cités, comme à la galerie présidentielle là-bas, comme à côté de la place des évolués, comme à Willery, Nyangwe, Kalamu. Partout là-bas, ils sont cités. Des bonhommes. Les gens qui sont à côté des maisons, ils ne doivent pas hausser leur voix. Bientôt, le secteur de l'agroalimentaire va recevoir un véritable coup de pouce. Le partenariat scellé entre G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi et la société belge Neotech sur l'insertion des Koulouna à travers l'agriculture a trouvé une bonne base. 25 hectares vers la périphérie de Kinshasa déjà disponibles pour les travaux des champs. 2500 Koulouna sont prêts, mais le besoin de la main-d'œuvre est énorme, d'où cet appel des jeunes désœuvrés. Une belle opportunité d'emploi. Charmant Lélo. C'est une énorme opportunité comme il n'y en a que très peu pour les jeunes Koulouna. G24 et l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, dans la suite du président de la République à Bruxelles, sont tombés sur la société Neotech, laquelle met à leur disposition un matériel moderne pour le travail de la terre. G24 dispose déjà de 25 hectares dans la périphérie de Kinshasa et lance un appel à la jeunesse dont l'énergie peut être transformée en revenus. En partant en Belgique, en accompagnant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons trouvé un diamant, c'est-à-dire un partenaire qui nous a beaucoup plu et que nous avons signé un contrat pour trouver la solution par rapport au problème de nos jeunes délinquants de la ville de Kinshasa. G24 vient de signer un contrat de 2 millions de dollars sur autorisation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit oui pour le changement de mentalité de nos jeunes Koulouna, qui a dit oui pour l'emploi et qui a dit oui pour nous soutenir financièrement. Je tiens aussi à remercier le DG de l'INPP, qui par lui, nous avons découvert Neotech. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba s'y prend avec méthode. Ses interventions s'alignent sur le programme du gouvernement. L'objectif, au bout de la logique, est le soutien sans faille à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lançons un appel à cette occasion à toute la jeunesse. Alors, la jeunesse volontaire, cette jeunesse-là qui a envie de trouver du travail et qui volontairement accepte également d'arrêter de faire le Koulouna, comme on dit communément, de rejoindre G24, comme nous le lançons l'appel tous les 6 mois, de venir profiter de ce programme de réinsertion que nous avons. D'ici 2 mois, un important lot des matériels agricoles sera réceptionné par G24. Les acteurs déjà mobilisés, près de 2500 anciens Koulouna, et ceux qui répondront à cet appel se lanceront dans la physiocratie. Tous unis pour la paix, l'unité et la prospérité, c'est le thème retenu pour la 38e édition des Journées congolaises du théâtre, occasion pour les acteurs culturels de plaider pour la mise en place d'une politique culturelle en République démocratique du Congo. Mami Franzaïna. Vendredi 10 mai 2024, Kinshasa a vécu la clôture de la 38e édition de Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. Près de 4000 personnes ont pris part à cette activité culturelle qui a débuté mardi dernier, dont plus de 300 élèves et plusieurs artistes congolais basés notamment à Kinshasa et à Lubumbashi. 38 ans après, les organisateurs de cette initiative plaident pour un soutien financier du gouvernement congolais. La première chose que je vous dis, c'est que nous sommes satisfaits. Malgré toutes les difficultés, nous avons dû recevoir des enfants au centre Wallonie-Bruxelles, à Boboto. Nous comptabilisons plus ou moins 4000 enfants, dont 380 élèves artistes repartis en 2 groupes. L'État a l'obligation de subventionner ce festival et les activités de la compagnie Théâtre des Intrigants. C'est dans la loi de décorer les artistes de la compagnie Théâtre des Intrigants qui, au bout de 43 ans, sont éreintés, mais ont tout donné pour que l'étendard, la culture du pays soit portée
loin. C'est que nous sommes en train de faire une capitalisation du travail, 10 ans de travail et de soutien de la Fédération genevoise de coopération. Une capitalisation, ça veut dire qu'on réfléchit sur ce qui s'est bien passé, aussi sur les choses qui se sont moins bien passées. Est-ce que le travail que nous faisons ici est réplicable? Est-ce qu'on peut constituer une espèce de modèle pour d'autres qui pourraient reprendre dans notre expérience de ces 10 années des éléments pour eux-mêmes continuer le travail. Quelques pièces théâtrales ont été proposées au cours de cette cérémonie de clôture du festival des Joukotèges. Et comment les professionnels de médias doivent se comporter face à un discours de haine? Ce sujet longuement débattu au cours d'un atelier organisé à l'intention des Chevaliers de Micro et de la Plume. Anita Luamboa, commentaire. Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ont renforcé leurs capacités sur le traitement et la diffusion de l'information. Comment se comporter en tant que professionnel des médias sous les discours de haine? Comment identifier ces discours qui dénigrent une personne ou un groupe de personnes? Ces chevaliers du micro et de la plume ont de toute oreille suivi ces rappels des b.a.-ba de leur métier, appelés à être exercés dans le respect des normes d'éthique et de déontologie du journaliste. Des notions dispensées par le consultant Joseph Karlenauej. C'était avant d'inviter les participants à cette session de formation à un traitement équilibré des questions sur le genre. Cette formation tombe à point nommé dans le sens que le CESAC, avec le partenaire, ont jugé bon de nous rappeler les b.a.-ba de notre métier. Et nous, en tant que journalistes, nous devons être outillés par rapport à ça, comment se comporter, comment vérifier les sources d'une information pour balancer une bonne information et éviter de tomber dans la désinformation. Pour le formateur Joseph Karlenauej, il est préférable d'utiliser le concept des ordres de l'information médiatique en lieu et place des fake news. Celui-ci ne couvre pas une large dimension sémantique telles que la désinformation, la malinformation et la mésinformation. Nous considérons la formation d'aujourd'hui comme étant une graine qu'on a mise dans le sol, en essayant que ça va pousser. De toute façon, notre projet va durer jusqu'à l'année prochaine. Et donc, on espère qu'on aura d'autres opportunités pour reparler de ce problème, enfoncer le clou. Cet atelier d'un jour a été organisé par le CESAC avec l'appui de ses partenaires d'Observatorio. Parlons politique. En mission de redynamisation du parti présidentiel à Mwanda dans le Congo central, le secrétaire national de l'UDPS a rencontré le comité sectionnaire de ce parti au pouvoir. Regardez. À la seconde près, Mwanda. C'est dans cette agglomération maritime du Congo central, en République démocratique du Congo, que se sont rencontrés ce mardi 7 mai 2024, à la tombée de la nuit, les comités actionnaires du parti présidentiel UDPS. Une rencontre à la fois pédagogique et idéologique, visant à insuffler un nouvel élan au parti dans cette région. UDPS, viva! Viva! Donc là, vous allez dans 3 sections. Je suis en train de vous donner chacun ses responsabilités. Bon, on a bien sur le fonctionnement à partir en tant que cadre à section d'Angoine. Et parmi les figures notables présentes, l'honorable Mi-Hélène Mbelou Akabuya, député honoraire d'Yokatonga et figure emblématique de l'UDPS Lubumbashi 3. Aneska Mwanda, elle a saisi cette opportunité pour galvaniser les troupes. UDPS Mwanda viva! Viva! UDPS Mwanda viva! Viva! Président de la République Azalani, Songanzila, c'est-à-dire Azola Kisanini. Je vais remercier Bino. Mon répondant qui a rendez-vous, ezala Lubumbashi, ezala Mwanda, biso nyonso toza na kati ya lisanga ya UDPS. Soki kaka na telemi awa na Mwanda, na bandi kaka, papa yaka epa na biso ezalaka bo. Ozo vendre parti na bino. Tala ntango nga na yaki, namoni ba œuvre nyonso oyo Fachi azosala na nzela. Ntango na kozonga, ba image ezali. Nake nalakisi bino kolobaka oyo Fachi azosala te, me botala na Mwanda. Une réunion de haute portée dont le secrétaire national en a circonscrit le point. Je suis porteur d'un ordre de mission donné par le secrétaire général Augustin Kabuya. C'est pour redynamiser le parti au Congo central, puis principalement dans le territoire de Mwanda. C'est dans ce cadre-là que je suis en train de réunir toutes les structures. J'ai commencé par les cellulaires. Aujourd'hui, c'est le tour des sectionnaires.
parce que nous voulons nous rendre compte de la santé de notre parti. Le vice-président fédéral a quant à lui souligné l'importance de cette rencontre, la qualifiant des moments décisifs. Pour la réunion d'aujourd'hui, pour les sectionnaires, avec notre national secrétaire chargé de l'organisation de l'implantation, vraiment nous apprenons beaucoup de choses sur les partis. De nous-mêmes, on ne savait pas comment bien fonctionner. Mais aujourd'hui, nous connaissons comment fonctionner avec nos sectionnaires et avec nos cellules. Et c'est dans une atmosphère de détermination que la soirée s'est conclue, laissant présager un avenir prometteur pour l'UDPS à Moanda. La Cour d'appel siégeant en matière de contentieux électoral vient de rendre ses arrêts, proclamant élu Fifi Masuka comme gouverneur et son colistier Clément Mufunji, vice-gouverneur. Yolande Voka. Faisant office de la Cour administrative d'appel, la Cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoraux, a rendu ses arrêts, dont l'un proclamant définitivement élu les gagnants de l'élection de gouverneur du 29 avril 2024, à savoir Fifi Masuka Saini et son colistier Clément Mufunji. Rendu sur les bancs, l'arrêt de cette première instance judiciaire en province est intervenu à la suite du second arrêt portant rejet et irrécevabilité de la requête en contestation du résultat de ces élections introduite par le candidat malheureux au poste de gouverneur Jean-Marie Chizaïnga. L'arrêt prononcé par cette juridiction, faute de n'avoir pas prouvé par des éléments probants la qualité du requérant et l'authenticité de pièces jointes. Eu égard à tout ce qui précède, qu'il y a lieu de proclamer, sur pied des articles 74 et 173 combinés de la loi électorale en revue, définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini et Mufunji Jinat Clément, et dira qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais. Pour rappeler le fait, contrairement à ces récurrents, la gouverneure définitivement proclamée gagnante avait été élue avec 21 voix sur 24 députés contre 3 voix seulement obtenues par Chizaïnga. Et pour finir, c'est communiqué, le cadastre minier informe que sauf erreur ou omission de sa part, les paiements de droits superficiaires dus pour l'exercice 2024 de droits miniers ou des carrières dont liste est disponible sur son website www.cami.cd n'ont pas été retracés par nos services financiers à la date du 15 avril 2024. Il est donc demandé aux titulaires des dits droits de déposer en déant 45 jours de la présente publication les preuves de paiement original de la quotité CAMI ainsi que celle de la DGRA au guichet du cadastre minier, 6 croisement des avenues Polo et Kessavubu à Kinshasa Gombe passé ce délai. Les titulaires non en règle seront déchus de leurs droits conformément à l'article 287 du Code minier. Un communiqué signé Popol Mabolia Yenga, directeur général du cadastre minier. Et la Société nationale de l'électricité SNEL, département des distributions de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Ngaliema et de Mongafula que suite aux travaux prévus à la sous-station Kinsuka, la fourniture de l'électricité sera momentanément interrompue ce samedi 11 mai 2024 de 8h à 18h. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément lié aux travaux. Et la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections sénatoriales appellera à son audience publique du mardi 14 mai 2024 à 11h, chambre unique 1 RCE 012/SN CR AAAP Otuele Baseani Nanga Seni 2 RCE 013/SN CR Louvudi Lukong Lisette Kwango Kimvoite Wakilembe Gaston Kapenda Kasuka
Kasuku, Na, Ikamba, Lyote, Kididi, Seni. 3. RCE 014 SNCR, UDPS, Tshisekedi Tanganyika, Seni. RCE 15 SNCR, Mupande Kapwa Okatanga, C. Kabongo Binene, UDPS Tshisekedi. 5. RC 016 bar CN, CR Bajimba Okonda David, Sankuru, Lodi Enongo, UDPS Tshisekedi. 6. RCE 017 CNCR, Bakonga Willy Willima Chouapa, Isengendelo Corneille, RCE 018 SNCR, Boulambo Kialonda Kwa Sud Kivu Seni. RCE 019 SNCR, Kemalilo Bokondi Loli Chouapa Seni. RCE 020 bar Seni, AFDC Chopo, AAAD, MLC, ANB, RCE, UDPS Tshisekedi. Et prenons ce reportage en cas de déboisement des forêts. Comment gérer les assujettis? Le dossier relatif au crédit carbone était au cœur des assises de 2 jours qui ont mis autour d'une même table les experts de la DGRAD et ceux du Fonds forestier national en vue d'une bonne collaboration entre les 2 institutions. Jojo Ndib nous en parle. Les experts du Fonds forestier national et de la DGRAD ont entamé des discussions dans le cadre de la commission mixte en matière de taxation des assujettis. Des pourparlers qui permettront notamment de définir les termes de collaboration entre ces 2 institutions afin d'atteindre les prévisions budgétaires fixées par la loi des finances 2024. Nous sommes en train de parler de la manière dont nous devons collaborer ensemble et voir comment gérer ensemble, n'est-ce pas, les assujettis. Qu'à chaque fois qu'il y a déboisement, nous puissions être capables d'avoir, n'est-ce pas, leurs déclarations et puis avoir des notes de débit et des notes de perception pour que l'État puisse fonctionner et pour que nous puissions reboiser. S'agissant du dossier relatif au crédit carbone qui fait couler encre et salive, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, rassure qu'une solution sera trouvée. C'est un droit de payer au Fonds forestier de 10%, n'est-ce pas, par rapport au crédit carbone. Mais nous avons privilégié l'entente, la collaboration, ou si vous voulez, la voie politique avec le ministre d'État. Il a fourni beaucoup d'efforts pour expliquer au ministre des Finances nos droits. Il a insisté pour que nous puissions obtenir cet argent qui est un droit. Ces assises de 2 jours se tiennent au Fonds forestier national. Les parties prenantes s'attellent, entre autres, à fixer le taxe d'implantation, de rémunération annuelle et de pollution. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23 h Anita Luambois. Moi, je vous reviens demain à 20 h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.